Bienvenue à vous tous dans ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres. Vie privée sur les réseaux sociaux, comment peut-on faire confiance à l'avancée que connaît le numérique pour exposer ses données personnelles en ligne? La question a fait l'objet d'un reportage. Le monde se numérise à grande vitesse malgré l'usage du numérique en tout temps et en tout lieu. Le papier résiste encore au digital dans plusieurs secteurs d'activité. Le numérique et le papier, un reportage assure. Rester sous la climatisation quand il fait chaud, c'est un bonheur, mais y rester longtemps peut vous exposer à certaines maladies. À quelle température faut-il donc mettre son climatiseur? On en parle également dans ce journal. Doit-on faire confiance aux réseaux sociaux pour protéger ses données, sa vie privée? La question se fait de plus en plus importante aujourd'hui avec l'avancée fulgurante que connaît le numérique pour l'autorité de protection des données personnelles. L'éducation numérique est nécessaire. À l'université d'Abomey-Calavi, une opération de sensibilisation sur le réseau social Facebook a focalisé l'attention des étudiants. Rodrigue Babagbeto y était et voici son reportage. Pour se raconter en photo ou en vidéo, discuter, s'informer ou même donner son avis, rien de mieux que les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils sont connus de tous. Cependant, trop se dévoiler et exposer sa vie privée peut parfois conduire à des situations problématiques. Esther n'en a pas été victime, mais elle partage ici une expérience vécue par un proche. C'est un ami. Il a eu à recevoir, à avoir un poste dans une organisation internationale. Mais étant quelqu'un qui aime beaucoup les fêtes et autres, il avait l'habitude de partager sur Facebook des photos de lui dans ses soirées. Donc vous savez, dans ces soirées, souvent, c'est la boisson, et les chichas et autres. Donc, avant d'aller là-bas, un second à lui avait déjà dit de supprimer toutes ces informations de Facebook. Donc, il a eu à le faire. Mais une fois sur place, on lui a posé des questions, ils ont cherché, ils ont eu à ressortir tout ce qu'il avait déjà eu à supprimer. Et bien sûr, il n'a pas pu avoir le poste à cause de ces photos-là. Une triste situation qui pousse l'étudiante à en savoir davantage sur les réseaux sociaux. À cet échange organisé par l'Autorité de protection des données personnelles pour les étudiants, elle peut s'informer sur les contrôles que ce réseau social met en place pour contrôler sa vie privée en ligne. La protection de la vie privée sur les réseaux sociaux est un combat commun. C'est un combat des plateformes telles que Facebook, de telle sorte que nous avons une responsabilité de développer des produits qui puissent permettre aux uns et aux autres de garantir la protection de leur vie privée, de leurs informations à caractère personnel. Mais aussi, c'est un combat pour l'utilisateur d'avoir de bonnes pratiques sur la protection de sa propre vie privée. N'envoyez pas des photos à des gens que vous ne connaissez pas. N'acceptez pas des demandes d'amis d'individus que vous ne connaissez pas. Ne cliquez pas sur des liens que vous ne connaissez pas. Il faut être prudent. La prudence est, je dirais, une mesure primordiale pour toute utilisation de l'Internet. Données personnelles à l'ère du numérique et vie privée sur les réseaux sociaux, c'est le thème sur lequel se sont déroulés les échanges. L'objectif, sensibiliser et surtout attirer l'attention sur l'importance d'une éducation numérique. Nous souhaitons concrètement que les étudiants prennent conscience vraiment des réseaux sociaux, qu'ils en fassent vraiment une utilisation vertueuse. Nous voulons entrer dans une stratégie de sensibilisation par rapport à l'utilisation des données personnelles, par rapport aussi à la sécurité en ligne. Il y a un besoin d'éducation, surtout dans les pays africains, dans le sens où on a eu une grande population qui s'est connectée très rapidement. 1,55 million de personnes utilisent Facebook chaque mois en Afrique subsaharienne. Les réseaux sociaux restent un outil numérique pour développer la société, à condition que l'on apprenne à ne pas trop en dire sur soi. On reste toujours dans le domaine du numérique. À mesure que le monde se numérise à grande vitesse, le papier résiste encore au digital. Mieux, malgré que le numérique change les usages, le papier garde toujours sa place dans bon nombre d'administrations. Evra Anani s'y est intéressée dans ce reportage que je vous propose de suivre. 398 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde chaque année. Et ce n'est pas tout. Selon le magazine The Economist, ce sont près de 15 000 milliards de feuilles qui sont imprimées via les imprimantes chaque année. Au Bénin, un employé imprime en moyenne 28 pages par jour.
Ces statistiques impressionnantes correspondent bien entendu à une moyenne. Le papier a été utilisé pendant plusieurs années comme un support indispensable pour la diffusion et la transcription des données. Certaines sociétés continuent d'imprimer de gros rapports afin de les consulter sur un support physique plutôt que sur ordinateur. Les vieilles habitudes ont la peau dure. C'est un peu difficile aujourd'hui pour nous de travailler sans papier. Une société qui n'utilise pas de papier, c'est un peu comme une société qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'archives. Donc aujourd'hui, le papier est très indispensable pour nous. Nous sommes dans une activité où nous faisons les appels d'offres. Et pour les appels d'offres, il faut obligatoirement déposer les dossiers sur support papier. Donc nous tournons autour de 70 à 75 rames par mois. Néanmoins, il existe quelques astuces pour réduire la consommation de papier au sein d'une entreprise. Au niveau de la poste, les marchandises qu'il y a, d'abord, il faut du papier. Les clients doivent envoyer la lettre au fournisseur qui va envoyer maintenant un certain nombre de catalogues, de grands catalogues, dont les catalogues les redoutes, qu'on ne reçoit plus. Donc aujourd'hui, le client va directement, il se connecte, il fait sa commande et il fait le mandat électronique et après ce n'est que le colis qu'on reçoit ici. Donc déjà, ça fait déjà un effort pour diminuer le papier. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et avec l'Internet, vous pouvez envoyer, recevoir des fichiers numériques dont l'utilisation est très facile, même plus facile que le papier. Donc nous sommes en train de mettre en place certaines dispositions pour pouvoir venir là. Bien vrai que ça coûte un peu pour la société, mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Réduire sa consommation signifie moins de papier, moins d'imprimantes à maintenir en fonctionnement et moins de cartouches d'encre à jeter. À l'heure du réchauffement climatique, la dématérialisation de documents est la solution pour pallier cette problématique. Un climatiseur au bureau ou à la maison est utile en période de chaleur, mais pour garder son organisme sain et avoir un matériel avec des performances optimales, de bons comportements sont indispensables. À quelle température faut-il mettre son climatiseur? Quelles sont les maladies auxquelles l'on s'expose en restant longtemps sous la climatisation? Un spécialiste en froid et climatisation nous apporte quelques réponses. Il est au micro de César Achadé et Ulvaeus Balogun. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consistent à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie. Et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois.
Dans l'actualité internationale, au Sénégal, le gouvernement lance un nouveau projet dédié à la petite enfance. Il s'agit du PIPA-DHS, entendez, projet investi dans les premières années de la vie pour le développement humain au Sénégal. Suivez ce reportage pour plus de détails. Pour un développement optimal des enfants, il faut tout un accompagnement. Déjà, dès les 1000 premiers jours de leur vie. Il s'agit d'améliorer leurs conditions d'existence sur le plan médical, nutritionnel, éducationnel et psychosocial. C'est l'essence même du PIPA-DHS qui a démarré officiellement ses activités. La Banque mondiale y a injecté 75 millions de dollars US, soit 42 milliards de francs CFA. Ainsi, l'institution appuie le Sénégal dans sa politique de renforcement du capital humain. Ce projet témoigne de l'importance que le gouvernement du Sénégal, avec ses partenaires, y compris le groupe de la Banque mondiale, accorde à la petite enfance en tant que période critique de la vie de l'être humain et comme pilier fondamental du développement du capital humain. Le PIPA-DHS, une initiative à l'approche participative et inclusive. 8 ministères sont impliqués. 7 régions ciblées, telles que Matam, Kolda, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine et Tambacounda. La petite enfance est essentielle pour un système éducatif tel qu'il en soit. Et essentielle également pour un pays qui veut se développer. La prise en charge prématurée, très tôt, avant même la naissance, la maman elle-même. Ces conditions durant ces 9 mois et à la naissance, cet accompagnement nécessaire de toute la société, de l'ensemble des structures, nous permet de réduire considérablement les investissements futurs à l'adolescence, dans la gestion de nos élèves, dans la gestion de nos étudiants. Alors, investir dans l'éducation, surtout très tôt, au moment où le cerveau est en train de se former, il se développe à une vitesse extrêmement rapide, où l'enfant, à cet âge, est capable de mémoriser, de retenir plus de 5 à 6 fois plus que nous. Nutrition et stimulation précoce de l'enfant. Apprentissage de qualité, protection de l'enfance et renforcement du système. Le projet Investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal est structuré autour de ses composantes. Ensemble, ces acteurs œuvrent au développement intégré de la petite enfance. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Merci pour votre fidélité et très bonne suite des programmes sur BB24.